Et si l'homme le plus intelligent de l'histoire avait vécu il y a plus de 500 ans? Il dessinait des hélicoptères avant l'invention du moteur, disséquait des corps humains en secret et peignait des visages capables de nous observer encore aujourd'hui. Léonard de Vinci n'était pas seulement un artiste, il était un mystère vivant. Imaginez un homme capable de peindre l'un des tableaux les plus célèbres de tous les temps. Un homme qui, 5 siècles avant nous, dessinait des machines volantes, étudiait le corps humain comme un scientifique moderne et observait la nature avec une curiosité insatiable. Cet homme, c'est Léonard de Vinci, né Leonardo di Ser Piero da Vinci le 15 avril 1452 à Vinci, en Toscane, Italie, et mort le 2 mai 1519 à Amboise, France, est l'une des figures les plus emblématiques de la Renaissance. Ses œuvres, ses inventions et ses recherches ont marqué l'histoire de l'humanité. Artiste, scientifique, anatomiste, philosophe, peintre, inventeur, architecte, ingénieur, théoricien. Léonard incarne à lui seul l'idéal du génie universel de la Renaissance. Pourtant, son parcours est loin d'être celui d'un érudit classique. Il ne lit ni le latin ni le grec, connaît mal les auteurs antiques, mais développe une intelligence fondée sur l'expérience, l'observation et l'expérimentation. Aujourd'hui encore, son œuvre fascine, interroge et divise. Alors qui était vraiment Léonard de Vinci? Et pourquoi continue-t-il de nous émerveiller plus de 500 ans après sa mort? Léonard de Vinci naît en 1452, en Toscane, dans le petit village de Vinci. Il est né d'une union illégitime de Ser Piero da Vinci, un notaire, et de Caterina, une paysanne. Il grandit à Vinci, entouré par la nature, ce qui éveille très tôt sa curiosité et son sens de l'observation. Son nom complet, Leonardo di Ser Piero da Vinci, signifie simplement Léonard, fils de Piero, originaire de Vinci. Cette condition le prive d'une éducation classique. Il ne fréquente pas l'université, n'apprend ni le latin ni le grec, langue savante de l'époque. À 14 ans, il devient l'apprenti de Andrea del Verrocchio, un artiste renommé de Florence. Dans l'atelier de Verrocchio, il apprend la peinture, la sculpture, mais aussi les bases de la mécanique et de l'ingénierie. Mais ce qui aurait pu être un handicap devient sa plus grande force. Léonard apprend autrement. Il observe, il dessine, il expérimente. La nature devient son livre. Très jeune, il montre un talent exceptionnel pour le dessin. À 15 ans, il entre comme apprenti dans l'atelier du grand peintre florentin Andrea del Verrocchio. À Florence, cœur artistique de l'Italie de la Renaissance. C'est là qu'il apprend la perspective, la composition, l'anatomie et la maîtrise des techniques picturales. Selon la légende, dans le baptême du Christ, Léonard aurait peint un ange si parfait que Verrocchio aurait renoncé à peindre à jamais. Florence est une ville bouillonnante, dominée par les Médicis. Léonard y côtoie Botticelli, Ghirlandaio et bientôt Michel-Ange. Mais sa vie n'est pas sans zone d'ombre. En 1476, Léonard est accusé de sodomie, un crime grave à l'époque. Bien qu'il soit finalement acquitté faute de preuves, cette affaire marque profondément sa réputation. Il s'éloigne de Florence et traverse une période d'instabilité. C'est à ce moment que Léonard comprend une chose essentielle. Pour survivre et créer librement, il doit trouver un puissant protecteur. En 1482, Léonard part pour Milan et se met au service du duc Ludovic Sforza. Dans sa célèbre lettre de candidature, il parle très peu de peinture. Il se présente surtout comme ingénieur militaire, architecte, organisateur de fêtes et inventeur de machines. Et c'est là que Léonard s'épanouit pleinement. Il imagine des machines de guerre, des systèmes hydrauliques, des villes idéales, pensées pour l'hygiène et la circulation de l'eau. Il dessine des chars, des ponts démontables, des armes futuristes, mais aussi des engins volants, inspirés par l'anatomie des oiseaux. C'est à Milan qu'il peint la Vierge au rocher et surtout la Seine, dans le réfectoire de Santa Maria del Grassi. La Seine est une révolution. Léonard saisit les instants précis où le Christ annonce que un des apôtres le trahira. Chaque geste, chaque regard exprime une émotion différente. Malheureusement, sa technique expérimentale provoque une détérioration rapide de l'œuvre. Léonard ne se contente pas de peindre ce qu'il voit. Il veut comprendre comment le monde fonctionne. Il dissèque des corps humains et animaux, parfois en secret. Il dessine les muscles, les os,
les organes, avec une précision stupéfiante. Ses carnets regorgent de schémas, de notes écrites à l'envers, une écriture miroir, peut-être pour protéger ses idées, ou simplement parce qu'il était gaucher. Il étudie le mouvement de l'eau, la formation des nuages, la lumière et l'ombre, la mécanique, les mathématiques. Vers 1490, il réalise L'Homme de Vitruve, synthèse parfaite entre art et science. Dans ce célèbre dessin enchâssé dans un manuscrit, Léonard de Vinci représente les proportions idéales du corps humain, comme une relecture du canon antique. Mais en homme de la Renaissance, il inscrit le corps dans une pensée cosmogonique propre à l'humanisme. L'homme, au centre d'un cercle et d'un carré, est au cœur de l'univers. L'homme, inscrit dans un cercle et un carré, devient la mesure de toute chose. À partir de 1503, Léonard travaille sur un portrait destiné à devenir le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Il s'agirait de Mona Lisa, épouse d'un marchand florentin. Mais ce portrait est unique. Le sourire est indéfinissable. Le regard semble suivre le spectateur. Le paysage paraît irréel. Léonard invente une technique nouvelle, le sfumato, qui efface les contours nets et fond les ombres dans la lumière. Il ne se sépare jamais de ce tableau qu'il retouche pendant des années. La Joconde n'est pas seulement un portrait. C'est une méditation sur le temps, la vie et la perception humaine. Parmi ses dernières grandes œuvres figurent la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, une scène d'une grande douceur, et Saint Jean-Baptiste, une figure mystérieuse surgissant de l'ombre, souvent considérée comme son testament artistique. Les sourires, les gestes, les regards énigmatiques deviennent la signature ultime de Léonard. En 1516, Léonard est invité en France par le roi François Ier. Il s'installe au manoir du Clos Lucé, près du château d'Amboise. Âgé, affaibli par des problèmes à la main droite, il ne peint presque plus. Mais il continue de réfléchir, de transmettre, de dessiner. Il y passe ses dernières années, vénéré comme un sage et conseiller du roi. Il continue à peaufiner ses études scientifiques et artistiques. Leonardo da Vinci s'éteint le 2 mai 1519, à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui moins de 20 peintures, des milliers de pages de carnets et un héritage intellectuel immense. Léonard de Vinci n'a jamais cessé de poser des questions sur la nature, sur l'homme, sur l'univers. Il nous rappelle que la curiosité est une force et que le mystère est parfois plus puissant que la réponse. Si cette histoire vous a fasciné, si vous aimez explorer les grandes énigmes, les génies hors normes et les secrets de l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à Histoire et Mystères Incroyables et activez la cloche pour ne manquer aucune aventure hors du temps. Parce que certaines histoires ne demandent qu'à être racontées et d'autres à être découvertes.